Ce mois-ci sur Chibero Televista, un rendez-vous à l'atelier de fabrication d'espadrilles Don Quichos à Moléon, la visite de l'église de Montory en compagnie de Robert Espelette, une rencontre avec Isabelle, notre voyageuse du mois aux Philippines. Rendez-vous avec Thibauté et Philippe Cangrand. Ils ont racheté l'entreprise Don Quichos de Jean-Jacques Houilloux et nous accueillent dans leur atelier de fabrication d'espadrilles dans la zone industrielle de Moléon. Bon, déjà, mon grand-père, qui était un fils de la maison de Domecq à Viodos, faisait la tresse avec son oncle. Ensuite, il s'est mis à faire des lacets pour l'espadrille et mon père a commencé avec son frère à faire de la chaussure. Et alors du coup, j'ai fait l'école de chaussure et cette école de chaussure m'a amené à être styliste. Et toute ma carrière, je l'ai faite principalement en Espagne. Et ces 10 dernières années, ou 15 dernières années, je suis parti en Asie, vu qu'il y avait de moins en moins d'entreprises en Europe. Donc je suis parti en Asie, j'ai travaillé à Hong Kong, en Chine, au Vietnam, jusqu'à ce que Timothée me revienne et qu'il ait l'idée et l'envie de reprendre, de faire une collection d'espadrilles et peut-être de reprendre une entreprise. Et voilà où ça nous a amenés. Donc ça a été une volonté de notre part, ça n'a pas été un héritage. Hein. On s'est mis là-dedans, on a raclé les fonds de tiroir, on est allé voir les banques et on a commencé en reprenant l'affaire de Jean-Jacques. Bon, l'idée me traînait dans la tête depuis un moment, hein, en ayant une famille qui était dans la chaussure. J'ai fait une formation de patronage stylisme, mais plus axée sur le patronage de chaussures quand même, en Italie pendant 3 mois. À partir de là, j'ai commencé à travailler en styliste freelance pour un studio d'études en Angleterre. Et ensuite, j'ai rejoint mon père. On a travaillé les deux avec plusieurs clients qu'on avait en freelance comme styliste. Alors, designer, bon, déjà, c'est une recherche des tendances. Il faut coller aux tendances qui viennent surtout du vêtement. Et donc, nous, pour y coller, bon, déjà, on fait des salons de matières premières, où on voit les tendances en tissu, en semelle, en fil, en quoi que ce soit. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a notre savoir-faire. Hein, c'est des années de métier. Et puis la passion, quoi, qui nous font créer des modèles qui ont du succès, on peut dire. Hein. On démarre par le dessin, bien sûr. Voilà, les croquis, on les fait la nuit, le jour, quand ça nous vient. Voilà. On a Louise qui nous aide beaucoup pour faire les mises au point. Et voilà, et on sort nos collections. Et alors ce qu'on fait, nous, c'est on essaie de faire plusieurs collections dans la saison, quoi. On ne fait pas une collection pour toute la saison. Tous les mois à peu près, on essaie de faire des nouveautés parce que les clients, c'est ce qu'ils recherchent, quoi. Nous, dès qu'on a des nouveaux modèles, qu'on a des clientes qui viennent au magasin, on les fait passer dans l'atelier et ça y est, on commence à faire les sondages et à partir de là, on décide. Je vais vous expliquer un peu donc, comment on fabrique une espadrille. Là, dans ce cas-là, c'est une espadrille en cuir, c'est de la croûte de cuir. Donc on commence toujours par la base, par la semelle. Hein. Donc nous, on est connu pour notre épaisseur de semelle. Donc on fait notre tresse, on va la mouler, on va la coudre. Hein. C'est cette couture que vous voyez là. Et ensuite, donc, il y a tout le procédé de vulcanisation. Donc on est connu aussi pour la vulcanisation. Déjà, on utilise un caoutchouc qui est 100% naturel. Hein. Il y a 0 additif. Donc ce caoutchouc a besoin d'une cuisson lente, si vous voulez. Donc si vous voulez, on chauffe très peu le caoutchouc, mais on le cuit lentement, si vous voulez. Donc en fait, c'est à peu près 6-7 minutes pour cuire une paire de semelles. Hein. Donc une fois que notre semelle est faite, là, voilà, dans ce cas-là, on va couper le cuir. Donc le cuir est coupé à l'emporte-pièce. Donc dans les cuirs, il faut toujours faire attention au prétend. Hein. Il y a toujours un sens pour couper, hein. Sinon vous allez avoir le cuir qui va s'étirer. Hein. Donc c'est très important de faire attention au prétend. Donc nous, ce qu'on fait ici, donc on coupe en emporte-pièce les 2 pièces dont on a besoin. Hein. Ensuite, on va couper aussi, voilà, on met un petit renfort en cuir, une petite talonnette en cuir. Voilà, tout ça on va couper, le préparer, le donner à Louise. Hein, et c'est Louise ensuite qui va assembler le tout, hein, si vous voulez. Et une fois qu'on a tout monté, on va donner
à nos couturières à domicile, donc le dessus déjà monté, hein, disons claqué, avec la semelle, le fil et l'aiguille, et elles vont faire tout le rebord, ce qu'on appelle le cousu main. Moi c'est Louise, ça fait 1 an que je suis en Soule et bientôt 1 an que je travaille ici à Don Quichosse. J'avais déjà fait une petite formation en maroquinerie, donc en piquage, et j'ai travaillé 1 an à Genève. Et je suis arrivée ici en Soule en fait par hasard avec mon copain et ma fille, voilà. On est arrivé un peu par hasard, on a bourlingué avant. Et puis un jour je suis venue chercher des espadrilles ici pour Noël et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée par hasard dans l'entreprise. Philippe ou Timothée ont fait la coupe. Voilà comment ça se passe. Donc là, il y a un arrière et un avant. Donc moi, une fois que je reçois ça, les gars me mettent les semelles. Et donc moi, je vais faire la couture à la main. Donc là, l'idée, c'est d'assembler tout simplement l'avant avec l'arrière. Voilà, donc ici, le souffleur, ça chauffe les fils qui restent. Par exemple, ça brûle un peu les petits poils de corde qui dépassent. Une fois que les chaussures ont été mises en forme, sont passées au four, on les reçoit ici. Et donc, on va venir les mettre tout en boîte. Alors pour les pointures, nous, pour ne pas se planter, à chaque fois, on sait qu'on a à peu près 50% chez les femmes, 50% de 38-39, puisque c'est les pointures qui partent le plus, évidemment. 5% de 35 et 10% 36-37. Voilà, puis après des grandes pointures, 5%. Voilà, puis chez l'homme, c'est surtout le 42 et le 44 qui va partir. Au point de vue commercial, bon, on n'a pas de représentant. On a pris la base de clients de Jean-Jacques à la base, puis on a ramené nos clients. Donc on a plusieurs clients, surtout dans le Pays Basque, là. Saint-Jean-de-Luz, Bayonne. On a un magasin propre donc à Ossès, avec un petit musée qui est ouvert que l'été. Et bien sûr ici, notre magasin d'atelier, avec l'atelier où on fait des visites d'atelier. Donc les gens peuvent venir visiter et ensuite acheter une paire de sandales. Pour les nouveautés, on fait des salons. On a des salons de matière, des salons de tendance. Donc pour choisir les nouveaux cuirs, les nouvelles tendances en cuir, en toile, les brillants. Donc on a été faire salon de matière surtout à Paris, à Milan, il y en a en Espagne aussi. J'ai une fois exposé notre collection au Japon, qui a beaucoup plu. Et ça nous a permis de fidéliser nos clients, en fait, si vous voulez, hein, au niveau de l'export, quoi. Mais on commence à se développer pas mal sur Internet, donc dès qu'on a des nouveaux modèles, on les met sur les réseaux sociaux, poum, ils sont sur le net et les gens peuvent aller directement sur le site Internet pour acheter la nouvelle paire disponible, quoi. L'idée, c'est pas de grossir. Nous, ce qu'on veut continuer à faire et perpétuer, disons, le travail de Jean-Jacques aussi, qui était de faire une espadrille de qualité, hein. Donc on n'est pas dans la quantité, mais plus dans la qualité. Donc on essaie toujours de faire un produit de qualité, en essayant d'innover surtout au niveau des matières, hein, des formes, essayer de soigner les finitions. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc si vous voulez venir nous visiter, vous pouvez venir, nos portes sont ouvertes. Alors on est plus tranquille en hiver, hein, parce qu'en été il y a pas mal de passages. On fait surtout des visites de mai à septembre, mais bon, si vous venez là durant l'hiver, vous serez bien reçus. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on fait une espadrille, on pourra vous montrer de A à Z comment nous travaillons. Et venez bientôt découvrir la nouvelle collection pour l'été 2019. Aux portes de la Soule, le village de Montory et sa très belle église. Visite guidée avec Robert Espelette. Vous avez choisi de nous présenter l'église de votre village de Montory. Mais avant, racontez-nous l'origine de Montory. Alors, Montory vient du latin prémontorium, avant montagne. C'est le dernier village basque avant le Béarn. C'est un village qui a bénéficié d'une charte de privilège déjà en 1068. Donc c'est un village très ancien. Et sa population aujourd'hui n'est plus que 300 habitants. Au milieu du 19e siècle, elle était de 1300 habitants. Ce qui explique peut-être la taille importante de l'église aussi. Alors, des commerces, bon, il n'y en a plus beaucoup. Il y a encore une boulangerie-épicerie. Il y a un restaurant
connu, qui est le restaurant Les Tables, tenu par Monsieur Turon-Barrère, qui est connu aussi en matière de rallye et tout-terrain. Et après, les autres cafés ont disparu. Il y avait plusieurs cafés, il y avait même plusieurs épiceries à une époque. Bon, évidemment, tout ça a disparu. D'accord. Et vous avez des écoles maternelles ou que l'école primaire? On n'a plus qu'une école maternelle. Les autres sections ont rejoint une école Tardette. Donc, il n'y a plus que la maternelle. Donc ici, nous entrons dans le cimetière primitif. Et on voit encore qu'il y a deux discoïdales. Il y a ici des tombes également, la tombe d'un notaire et à gauche la tombe d'un curé qui était curé à Montory au milieu du 18e, l'abbé Tchekopar. Et là, c'était le cimetière alors où est Toute cette partie ici, la partie goudronnée jusqu'à la grille là-bas, c'était le cimetière primitif. D'accord. Alors une partie des gens, disons un peu plus aisés, étaient enterrés à l'intérieur de l'église. D'accord. Il y a des tombes à l'intérieur de l'église et les autres étaient enterrés ici. Et c'est pas dangereux ces grilles pour rentrer, c'est quoi? Alors ça, c'était fait exprès, c'est l'ancêtre des barrières canadiennes. C'était fait pour empêcher les animaux errants de rentrer dans le cimetière, puisque ceci était le cimetière primitif. Donc il y avait à l'époque des cochons et toutes sortes d'animaux qui déambulaient dans les rues. Alors attention, voilà. Alors l'église de Montory, elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Et à l'origine, c'était une église fortifiée. Déjà, on peut voir le clocher donjon qui est très imposant, qui compte 5 étages. Et au-dessus de la porte latérale, on voit un double mâchicoulis. C'était un système qui permettait de lancer des pierres sur les assaillants. Et ensuite, les pierres apparentes que l'on voit au-dessus du toit du porche servait à fixer une galerie en bois qu'on appelait our, qui faisait partie du système de fortification, et dans laquelle prenaient place des défenseurs, lesquels pouvaient tirer à l'arc ou pouvaient aussi, par des trappes aménagées dans le plancher, lancer des pierres sur les assaillants. Donc l'ouverture que l'on voit servait de porte pour qu'ils puissent rentrer dans le donjon, évidemment, quand ça commençait à être un peu chaud. Alors Robert, racontez-moi comment on peut monter dans ce donjon. Alors la porte elle est au niveau du premier étage et on y accédait par une simple échelle que l'on tirait une fois rentré. Et ensuite on barricadait la porte à l'aide d'une pièce en bois qui coulissait dans l'épaisseur de la muraille et qui s'emboîtait dans le mur en face. Et la porte, comme vous pouvez le voir extérieurement, elle est renforcée par un treillage métallique pour éviter de pouvoir la détériorer à la hache par exemple. Alors ce blason représente quoi, Robert? Alors ce blason à 3 fleurs de lys surmonté d'une couronne de duc est le blason d'un dauphin de France, un fils de Charles VI, qui a été le seul dauphin à porter le titre de duc de Guyane, puisque les autres étaient ducs de Dauphiné, d'où le nom de dauphin. Et alors il avait été posé bien après la construction de l'église, probablement à l'époque des seigneurs de Gramont qui étaient barons de Montory, probablement un remerciement. Juste en dessous, on voit une date en chiffres romains, 1070, suivie d'un H minuscule. Et en 1070, d'après l'abbé Mainjoulet, l'archidiacre Hercules avait rattaché la Soule au diocèse de Laurent. Donc c'est certainement lui qui est aussi à l'origine de la construction de cette église. Alors ici, au-dessus de la porte, nous avons un chrisme inversé qui a la particularité d'avoir l'alpha à droite et l'oméga à gauche. Habituellement, c'est le contraire. À l'église de Saint-Angras, c'était exactement le même modèle. Et ça signifierait qu'après la fin, il y a la résurrection. Comme vous pouvez le voir, cette église est très importante. C'est la plus grande église de Haute-Soule, à part celle de Tardès, bien sûr, mais qui est beaucoup plus récente. Et le seul élément décoratif, si on peut dire, qui reste, c'est le tabernacle en bois doré, qui était complété autrefois par un rétable qui se trouvait derrière, qui comportait notamment des pilastres, des consoles et 5 tableaux, dont un tableau représentant l'Assomption de la Vierge, avec une inscription au-dessus, Assumpta es Maria in cielo, l'Assomption de la Vierge au ciel. Et bon, il a disparu vers la fin du 19e siècle, ainsi que les tableaux. On ne connaît pas la date exacte. Par contre,
l'ensemble devait dater de la fin du XVIIe siècle, puisque en 1765, il y a eu une convention passée avec un doreur pour redorer des parties du rétable et du tabernacle. Donc ça signifie qu'il devait être là depuis déjà un certain temps, puisqu'il avait besoin d'être redoré. Et vous m'aviez dit que cette église était aussi un temple. Alors, pendant les guerres de religion, effectivement, cette église a servi pendant 3 ou 4 ans à la fois de temple et d'église. C'était une ordonnance de Jean d'Albret de 1562 qui fixait les horaires pour chaque religion. Alors, les catholiques, c'était de 6 h du matin à 10 h du matin, c'était plutôt les protestants, de 6 h du matin à 10 h et les catholiques après. Mais ça n'a duré que 3 ou 4 ans, parce qu'après, bon, les conditions, même au niveau national, ont changé. Et cette tribune, elle existe depuis Alors, cette tribune, elle a été modifiée en 1925. À l'origine, c'était une grande salle qui débordait même sur la partie droite de la chapelle. Et il y avait une deuxième tribune plus élevée. Elle était sur 2 étages, en fait. Elle servait aussi de salle de réunion pour les chefs de famille qui géraient les affaires de la paroisse. Merci Robert pour cette visite et puis pour cet accueil. Et puis je pense que je vous dis à très vite pour poursuivre la visite de votre village, parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous montrer, je pense. Oui, on va trouver des choses à vous montrer, des choses à vous dire. Et en tout cas, merci à vous. En tout cas, c'était avec plaisir. Merci. Troisième voyage en solitaire et sac à dos. Nous avons rencontré Isabelle, fraîchement débarquée. Elle nous fait partager son voyage aux Philippines. Déjà à la maternelle, j'avais envie de partir. Je prenais le portail. Et puis après, j'ai toujours eu envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière les montagnes. Ça me plaisait. Aller voir ce qu'il y a derrière. Et puis après, un jour, j'ai pris le sac à dos et puis je suis partie. Voilà, toute seule. Et depuis, je voyage toujours en backpacker, en auberge de jeunesse, le plus simple, et surtout en dortoir, parce que ça me permet de rencontrer diverses personnes de tous horizons. Alors j'ai choisi les Philippines déjà parce que je n'étais pas partie dans ce pays et que je ne fais jamais 2 fois le même pays. Et puis parce que sur les Philippines, il y a une île, Palawan, qui a été élue depuis 3 ans la plus belle île du monde. Alors je devais y aller et que je n'ai pas été du tout déçue parce que c'est vraiment un petit coin de paradis. Il y a des plages de sable blanc, il y a des coraux magnifiques, des fonds sous-marins magnifiques. Et puis il y a aussi des petites îles à côté comme Bohol où on peut rencontrer des petites collines, Chocolat Hills, des cascades et aussi on peut rencontrer encore des personnes qui travaillent à l'ancien temps avec le bœuf et avec la charrue. C'est un tuba, un masque et on va dans l'eau. Et là, avec le soleil et l'eau est tellement claire, on voit des choses magnifiques. Alors notamment des petits poissons de toutes les couleurs, des étoiles de mer, des magnifiques coraux. Et quand on a la chance, on peut nager avec des tortues. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, d'inoubliable, quand on peut nager avec une tortue. J'adore y aller. Alors parce qu'il y a beaucoup de fruits et légumes que l'on ne rencontre pas ici, mais quand même, j'ai trouvé les mêmes piments que chez nous, que eux cuisinent différemment. Ils mettent un genre de pâte feuilletée dessus, c'est très bon aussi, même si ce n'est pas en omelette, mais c'est très bon. Et puis, c'est là où je me nourris dans les marchés. Alors là, cette fois-ci, aux Philippines, c'est de nombreuses casseroles qui sont mises l'une à côté de l'autre et on choisit ce que l'on veut. Et là, c'est vrai que je me suis régalée en mangeant diverses choses, mais toujours accompagnées du riz. Ne jamais oublier qu'on est en Asie et qu'on mange du riz. Et toujours du riz. Chacun, ils ont un peu leur petit stand. Enfin, déjà, chaque cuisinière cuisine ce qu'elle a envie de cuisiner. Alors, ça peut être du bœuf, du porc, ils mangent un petit peu de tout.
Et puis celle d'à côté, eh bien, elle va faire des fruits, des légumes, des piments, des tomates. Voilà, on peut trouver n'importe quoi en fin de compte dans ces petits marchés. Ah, les clients, c'est que des locaux. Il y a très peu de touristes qui mangent là. Mais moi, j'ai toujours mangé dans les marchés. Et je ne suis jamais tombée malade pour le moment. Voilà. Et c'est là où je rencontre vraiment les gens locaux. Voilà. C'est des plantations de riz qui se trouvent au nord de Manille, à Luçon. Alors, elles ont été classées au patrimoine de l'UNESCO. Et certains disent que c'est la 8e merveille du monde. Et c'est vrai que c'est magnifique. Alors, des fois, nous marchons dessus, on a à peine 2 mètres pour marcher. Et c'est là qu'a été tourné Pékin Express. Et voilà, c'est vraiment des choses à voir les gens qui travaillent dans ces rizières, les pieds dans l'eau, et c'est pas toujours très facile. Ils sont très gentils, très attentionnés. Moi, j'étais avec mon scooter, bien souvent dans l'embarras, et ils venaient toujours m'aider, toujours venir me le garer, m'aider à me le pousser, et ça a été très bien pour moi. Et puis, c'est des gens qui aiment beaucoup chanter. Alors, on peut chanter avec eux dans la rue. Et puis, on peut aller les écouter au karaoké. Vraiment, ça fait partie de leur coutume. Ils aiment beaucoup chanter. Après, c'est des gens qui sont très croyants. Alors, ça m'a assez interpellée parce qu'il y a des grottes de Lourdes partout, partout. Dans les petits coins, dans Manille, où on ne s'y attend pas, il y a une petite grotte de Lourdes. Voilà, ce qui met quand même un peu en confiance aussi. Je ne connais pas le sentiment de peur quand je suis en voyage. Je fais confiance aux gens. Voilà. Et jamais j'ai eu de... Non. Les gens sont gentils. Je pense que les gens sont à 90% bons. Alors je suis tombée sur eux. Voilà. J'ai de la chance peut-être, mais bon. Alors j'ai fait plein de rencontres, mais notamment une, ça ne m'était jamais arrivé de tous ces voyages. J'ai rencontré quand même un souletin sur la petite île de Bohol, qui est quand même très 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 petite. Et là, j'ai été très contente de le retrouver. Ensuite, j'ai rencontré des Québécois. Et les Québécois, on est toujours très contents de se retrouver parce qu'on est un petit peu cousins avec nos amis québécois et le courant passe toujours. Et là, je me fais des amis. Et j'ai rencontré Australiennes, Autrichiennes. Et puis, j'ai eu la chance d'être, qu'on me fête mon anniversaire là-bas, avec des locaux et des Autrichiens. On reconnaît les Français à travers le monde à la simple expression, c'est « oh là là ». « Oh là là », c'est typiquement français. Et dans le monde entier, les guides et dans les auberges de jeunesse, ils savent nous reconnaître parce qu'on dit toujours « oh là là ». Donner le biberon à un bébé léopard, ça a été quelque chose de très très fort. Ça m'est arrivé en Thaïlande. Ensuite, nager avec les requins nourrices au Belize. Super expérience. Aller à la chasse à l'anaconda aussi en Bolivie, c'était pas mal, dans la Pampa, en Amazonie, ouais, c'était bien. Surtout de le trouver et de le tenir à la main. Ensuite, Jordanie, la cité de Petra, que j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer une bédouine qui m'a fait visiter le site de Petra. Et l'un des meilleurs moments, c'est quand même monter sur le mont Uluru en Australie avec Christophe, avec mon fils. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Pour la conclusion, je dirais que le monde est très petit parce que un jour, je me suis perdue en Colombie, il y a quelques années, dans un coin perdu. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a accosté parce que j'avais mon petit drapeau basque. Et il m'a demandé si je connaissais d'où j'étais. Alors, je lui ai dit que j'étais du Pays Basque. Et lui m'a répondu, je connais le Pays Basque. Ah bon, le Pays Basque? Et où? Alors, il m'a dit Bilbao, San Sébastien, Bayonne, Biarritz. Et à un moment donné, il m'a dit, jusqu'à Maolé, j'ai été. Jusqu'à Maolé? Et où? Eh bien, dans le bar principal de la Grande Avenue, chez Jean-Pierre. Comme quoi le monde est petit et certaines personnes sans bouger sont connues mondialement quand même. Hein.